Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du 4 avril. Juste avant d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à nous faire un coucou, encore une fois, dans la fenêtre de chat pour nous dire que vous nous voyez, mais surtout que vous nous entendez, ce sera surtout ça. Le principal est de voir notre écran. Voilà, bonjour. OK, merci à vous qui nous répondez. Alors, donc, c'est un nouveau webinaire sur un point légal RH. Si vous étiez présente avec nous en début d'année, on avait fait un gros point RH sur l'année écoulée et l'année 2024 qui se présentait devant nous. Et fort de ce succès de ce webinaire et fortement plébiscité avec tous vos commentaires positifs, nous avons décidé de réitérer ce point en le faisant plusieurs fois par an. Et nous revoilà du coup en cette fin de premier trimestre pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, mais avoir toujours une vision sur l'avenir. Et c'est donc l'objet de ce webinaire pour l'actualité légale RH du premier trimestre 2024. Voilà, on attend un petit peu que tout le monde arrive. C'est Leslie, notre experte RH chez Eurecia, qui nous présente tous ces gros dossiers, tous ces sujets. Bonjour Leslie. Rebonjour à tout le monde. Tu peux nous redire un petit peu ton rôle chez Eurecia et puis voilà, ton expertise, tout ça, quoi. Oui, du coup, merci Pauline. Pour ma part, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la fonction RH en entreprise. Et depuis maintenant l'année dernière, j'accompagne nos clients chez Eurecia dans leur actualité RH et notamment pour créer ou améliorer des process et pratiques RH et managériales de leur choix, après un diagnostic que l'on réalise ensemble, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir développer leur impact et, bien sûr, leur performance sociale au bout du bout. Ok, donc tu es en contact avec les clients d'Eurecia. Voilà, on a une offre qui s'adresse exclusivement à nos clients Eurecia pour s'adapter aussi à leurs besoins. Très bien. Et donc, pour aujourd'hui, tu nous as fait une sélection de différents sujets qu'on va aborder dans quelques instants. Et justement, alors moi, je ne me suis pas présentée, je suis Pauline et puis je suis votre animatrice pour le jour. Chez Eurecia depuis 5 ans. J'ai été consultante sur l'outil pendant à peu près 4 ans. Et donc, voilà, je vais un petit peu te lancer sur les sujets que tu nous as concoctés. Alors, comme ce webinaire s'adresse à la fois à vous, clients Eurecia, mais également prospects. Vous vous interrogez peut-être sur le fait de venir auprès de nous. Un petit rappel, voilà, ça fait pas de mal sur notre mission. Donc, Eurecia, on accompagne en fait les entreprises en créant des solutions simples, efficaces et au service de l'humain. Donc, concrètement, et entre autres, c'est notre solution tout en un pour gagner du temps sur votre gestion RH, qui est un peu le cœur aussi de ce que l'on propose de notre solution, le SIRH Eurecia, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais certaines choses dont on va parler aujourd'hui, certains sujets peuvent faire écho avec ce qui peut être pratiqué dans l'outil. Mais on n'ira pas plus loin que ça sur la solution. Juste avant de démarrer le sommaire, on voulait faire un petit sondage. Oui, histoire de vous chauffer un petit peu et de tester votre connaissance de l'actualité RH. Alors, je vais partager un sondage. Vous allez l'avoir sur votre écran et vous allez pouvoir sélectionner la réponse qui vous semble la plus la vraie. Alors, attendez, je lance le sondage. Tac, tac. Publier le sondage. Voilà. Alors, on n'utilise pas Google, on ne téléphone pas un ami, on répond du tac au tac. Quel est l'index moyen de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déclaré là en mars 2024 au titre de l'exercice de l'année 2023? Est-ce que c'est 85 donc sur 100, c'est un indice sur 100, 88 ou 91? Ah oui, là, c'est quand même pas évident. Alors, allez-y. Tac, je vous laisse répondre. Du coup, Pauline, tu nous donnes la réponse rapidement ou... Non. En fait, on va attendre un petit peu. D'accord. Voilà, comme ça. On laisse un petit suspense et puis ça fera partie de la petite news de tout à l'heure. OK? Allez, ça marche. Vous êtes pas mal à participer, donc merci. Voilà, parce qu'on laisse encore. Attention à ceux qui font des erreurs, et j'en vois. Bref. Allez. On se copie pas. Bon, on enchaîne sur le sommaire. Voilà. Alors oui, donc on a repris la même structure que ce qu'on avait fait en janvier, parce que ça vous a plu, puisque c'est pertinent. Donc on va aborder 3 gros dossiers, toujours 3. Une belle sélection de sujets qu'on aborde en profondeur. Ensuite, quand même, il y a pas mal d'infos, il y a pas mal d'actu. Et là, tu nous as fait une sélection
Oui, un petit tri quand même, mais avec voilà, une pertinence par rapport à nos vies en entreprise. Oui, exactement, toujours un lien. Et puis, toujours regarder sur les sujets qui pourraient rapidement vous concerner dans les mois à venir. En espérant en reparler au mois d'octobre pour le prochain webinar. Voilà, exactement. Alors, je regarde à droite, à gauche, mais en fait, il suffit de cliquer ici et de lancer la première partie, donc les 3 gros dossiers. Allez. Et le premier dossier, suite, retour, continuité de la saga congés payés et maladie, avec des nouvelles règles qui arrivent. Oui. Tu nous refais un petit rappel du contexte? Le dénouement est proche. Ah, le dénouement. Pauline. Voilà, on parlait de saga au mois de janvier et là, ça y est, on y voit plus clair. Bon, pour rappeler quand même le contexte, parce qu'il est important, notre droit français, donc notre code du travail, était en contradiction avec le droit européen en matière d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, puisque en France, on n'acquiert pas de jours. Par contre, au niveau européen, depuis le traité de Lisbonne en 2009, on a normalement, tout travailleur a droit à au moins 4 semaines de repos par an, quelle que soit sa situation, s'il travaille ou pas. Voilà. Par contre, le droit français, ce n'est pas du tout le cas, hormis en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais avec une limite dans le temps, puisque ce n'est que pour une durée d'1 an. Donc, il y a eu plusieurs alertes faites aux législateurs français, mais qui n'a pas bougé. Et la Cour de cassation, le 13 septembre 2023, a créé le Big Bang, puisque elle a décidé de donner, en tout cas, le droit des congés payés pendant des durées d'absence pour cause de maladie à des salariés qui étaient en contentieux avec leur employeur, et ce, avec en plus une rétroactivité. Voilà, donc gros bouleversement, donc patatras, il a fallu quand même rapidement aussi se mettre autour d'une table et réfléchir aux incidences au niveau France, de ce que ça allait en tout cas amener de faire évoluer notre code du travail. Et on y voit maintenant plus clair, et le 18 mars, on a eu une adoption en fait des mesures prévues par le gouvernement pour s'adapter aux exigences européennes, puisqu'en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le texte. Très bien. Donc, on avance et concrètement, voilà, dans le code du travail, à quoi faut-il s'attendre? Alors, l'acquisition. Déjà, l'acquisition. En fait, au niveau du droit français, ce qu'il est prévu, c'est de pouvoir s'aligner au droit européen et donc de limiter à 4 semaines de congés payés par an pour un salarié qui serait en maladie classique, enfin maladie simple, donc non professionnelle, ce qui sous-entend une acquisition de 2 jours ouvrables par mois d'absence dans le cadre d'un arrêt maladie qui serait considéré comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés. Voilà. D'accord. Pour la maladie professionnelle ou l'accident du travail, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de changement. On resterait aux 2,5 jours ouvrables d'acquisition. Et cette fois-ci, levé de la limite d'1 an maximum, puisque ça serait à durée indéterminée que le salarié acquérerait ses jours de congé dans ce cadre. Voilà. Ok, donc 2 jours ouvrables de congé par mois d'absence. Oui. Ce qu'on retient. Au niveau des reports, parce que c'est possible, enfin voilà, comment ça se passe on va dire que le législateur prévoit aussi quand même de limiter le report de la prise de jours de congé quand un salarié est malade. Dans ce cas-là, ça serait limité à 15 mois de report possible après la période de prise des congés, si le salarié n'a pas pu tout prendre du fait de sa maladie. Et ça amène une nouvelle formalité côté employeur, puisqu'il faudra systématiquement, par écrit et de manière en tout cas tracée, donc par recommandé et remis en main propre, indiquer au salarié, dans les 10 jours qui suivent sa reprise du travail, le nombre de jours qu'il a à prendre. Voilà. Et le délai dans lequel il doit les prendre. Voilà. En sachant que le point de départ du délai de 15 mois va différer en fonction des congés acquis avant la maladie ou au cours de la maladie. Voilà. Tout ça pour aussi éviter de créer un droit illimité de congés payés dans le temps. D'accord, donc c'est encadré en tout cas. C'est encadré. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir droit à la régularisation? Quelles sont les limites? Quel est le cadre justement là-dessus? Bon, là, du coup, encore une fois, le gouvernement souhaite limiter l'impact financier côté entreprise, mais on ne peut pas non plus
s'attendre à avoir aucun contentieux. Donc, on va avoir quand même des risques forts, puisqu'il y a une rétroactivité obligatoire de ces nouvelles règles à compter du 1er décembre 2009 et de la date d'entrée en vigueur de la loi. 1er décembre 2009, puisque c'était le droit européen qui était, en tout cas, qui avait dicté les 24 jours de congé ouvrable pour les salariés. Voilà, limité aussi quand même en cas de régularisation à 24 jours ouvrables par année d'acquisition. Voilà. Après, pour un salarié qui est présent dans l'entreprise, il a 2 ans au moment de la promulgation de la loi pour agir et faire cette réclamation-là auprès de son employeur. D'accord. Au-delà, ça ne sera plus possible. Et si le salarié a déjà quitté l'entreprise, si ça fait plus de 3 ans, il n'a aucune action possible. Par contre, si ça fait moins de 3 ans, là, il pourra encore agir et solliciter les sommes jusqu'à 3 ans avant la date de son départ de l'entreprise. Ok. Bon, mais comme tu le dis, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des contentieux qui arrivent et des réclamations. Oui, parce que là, du coup, c'est la porte ouverte aussi pour ce genre d'action. Ok. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi les prochaines échéances? Alors, une toute fraîche, puisque elle date à compter d'aujourd'hui. Il y a une commission mixte paritaire qui va, en tout cas, prendre connaissance du texte. Et en cas d'accord, ça sera probablement le cas, les 9 et 10 avril, le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin l'Assemblée nationale et le Sénat, se pencheront également sur les mesures prévues. Ce qui est, en tout cas, plausible en cas d'adoption, c'est que le Conseil constitutionnel soit saisi. Donc, on attendra encore un peu avant d'avoir une loi promulguée. Quoi, on se dit avant l'été? J'espère. On en reparlera au mois d'octobre. Ouais, c'est ça. En espérant avoir en tout cas déjà des mesures entérinées. Je fais juste un aparté, je ne l'ai pas dit. Ce document que vous avez sous vos yeux, on vous le partage à la fin. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu et beaucoup d'informations, tant à l'oral que sur ce document, et vous aurez tout pour retrouver aussi les sources dont on va parler tout à l'heure. Ça, c'était le gros dossier. Il y en a un deuxième qui est en lien avec la parentalité. Alors, toujours dans le contexte RH, parce que sinon, la parentalité, on pourrait en faire. Oui. Voilà, il y a beaucoup, c'est très dense. On en a parlé rapidement en janvier, par rapport à différentes mesures qui avaient déjà été annoncées. Et là, on voulait faire quand même aussi référence à une loi qui a été en tout cas voté en juillet l'année dernière. Donc, ça date un petit peu, mais comme c'était à l'été, on pense que c'est bon d'y revenir, parce que peut-être que ça avait été échappé à certains. Beaucoup de choses. Voilà, une loi qui vise à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Ce qui est prévu notamment comme évolution de mesures en matière sociale pour les salariés qui auraient un congé de présence parentale, c'est-à-dire 310 jours ouvrés sur 3 ans avec un financement par le biais d'allocation de la CAF pour s'occuper d'un enfant qui est malade, avec un certain niveau quand même de maladie. Cette fois-ci, dans le cadre de ce congé, le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement, un point de vigilance quand même. Également, le salarié bénéficie d'un assouplissement de la procédure s'il souhaite demander un renouvellement de ce congé au bout des 310 jours, ce qui est possible. La procédure était assez longue et puis assez peu, en tout cas, évidente vis-à-vis de la CPAM notamment. Et cette fois-ci, ça sera allégé et il aura, le salarié, à fournir uniquement un certificat médical à son employeur. Il n'y aura plus de documents de la CAF, enfin de la CPAM à fournir. Dans ce cas, c'est quand même mieux d'avoir au plus simple. Oui. Et le télétravail? Et le télétravail, pour les salariés qui sont aidants d'un enfant comme d'un parent ou d'un proche, il y aura aussi à inscrire dans son accord ou sa charte de télétravail des modalités d'accès. D'accord. Les congés pour décès d'enfants, là aussi, il y a eu du changement. Oui, du changement, en tout cas des évolutions en termes de nombre de jours de congés, puisqu'on passe de 5 à 12 jours ouvrables dans ce cadre-là, voire 14 jours si l'enfant a moins de 25 ans ou s'il était déjà parent lui-même. Voilà. On rappelle aussi que c'est quand même cumulable avec le congé de deuil qui existe depuis 2020, avec 8 jours ouvrables possibles pour un enfant de moins de 25 ans. Ok. Et là aussi, lorsqu'il y a une annonce de survenue d'un handicap, d'un cancer ou pathologie chronique, on augmente le nombre de jours. Oui, on passe à 5 jours contre 2 aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a un an. Ouais. Ok. Toujours sur ce domaine-là, le congé d'adoption, les modalités ont un petit peu évolué. Oui.
Oui, oui, oui. Le congé d'adoption, il existe depuis pas mal de temps maintenant, mais il y a eu une loi sur la réforme du congé d'adoption il y a quelques années et on attendait en fait un décret qui permettait aussi de préciser les modalités de prise. Donc, ça a été fait en septembre l'année dernière. Donc, on voulait quand même faire le focus aujourd'hui pour vous, puisque le salarié maintenant peut prendre ce congé après l'arrivée de l'enfant au foyer, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on pouvait le faire 7 jours avant. Et maintenant, on peut le faire jusqu'à 8 mois après son arrivée à la maison. Ok. On peut aussi le fractionner? Oui, on peut le fractionner. Donc, le parent peut choisir de fractionner, notamment en 2 périodes de 25 jours minimum chacune. Avant, c'était que si les 2 parents faisaient une répartition entre eux de ce congé. D'accord. Voilà. C'est plus souple, ouais. Comme tu l'as noté. Et aussi le congé événement familial. Oui, comme le congé de naissance, 3 jours. Ouais. Mais il fallait quand même encadrer le moment de prise de ce congé. Et maintenant, c'est fait. Donc, c'est dans les 7 jours qui précèdent l'arrivée ou le premier jour ouvrable qui suit l'arrivée de l'enfant dans le foyer. Et vous pouvez cumuler avec le congé d'adoption, bien sûr, ce congé événement familial. Absolument. Ok, voilà. Pour ce congé d'adoption. Et là aussi, tu en avais un petit peu parlé en janvier, le congé parental, réforme par réforme. Oui. Qu'en est-il? Alors, dans les sujets à suivre, ce qui est encore le cas, puisqu'on n'y voit pas non plus encore trop clair, hormis qu'il serait de 6 mois au total, un congé naissance, et qui remplacerait le congé parental. Voilà, ça serait pas en plus du congé parental. Ça serait un congé finalement mieux rémunéré que le congé parental, même si moins long, et qui pourrait être réparti à répartir entre les 2 parents. Ouais. On ne sait pas si c'est prise simultanée ou successive, et aussi on ne sait pas si les 6 mois intègrent le congé mater et le congé pater. Ça, c'est bon à savoir. Mais je vois que c'est plutôt à suivre pour 2025. Oui, 2025, puisque les négociations devraient être faites dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, à l'automne, on aura déjà l'ouverture des négociations. Ok, donc là aussi, on refera un point en octobre. Oui. Merci Leslie pour ce dossier. Avec plaisir. Là encore, je fais une petite parenthèse, pardon. Si vous êtes arrivé en retard, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est normal, ça peut arriver, vous travaillez, et vous aurez le replay. Donc, on partagera ce replay dès cet après-midi ou demain ou plus tard. Troisième sujet sur lequel tu t'es penché, Leslie, c'est la loi immigration, qui est du coup assez récente, de janvier 2024. Oui. Oui, on voit, publié au JO au 27 janvier. Alors, que faut-il retenir? Là aussi, beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations. En fait, il y a eu quand même beaucoup de débats. On en a entendu parler dans la presse, au journal. Beaucoup de débats longueux. Un tiers des mesures n'ont pas été retenues puisque censurées par le Conseil constitutionnel. Mais ce qu'il reste et qui est important aussi pour les employeurs, notamment dans des métiers en tension, c'est la possibilité pour des travailleurs étrangers qui seraient sans papier, donc de pouvoir régulariser leur situation. Et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, c'est une expérimentation quand même. Et ils auraient du coup à faire une demande auprès de la préfecture en étant toujours présent, bien sûr, sur le territoire national et en respectant certaines conditions pour avoir leur situation régularisée, à savoir exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers en tension. C'est quoi les listes des métiers en tension, en fait? C'est-à-dire quoi? Par exemple, aide à domicile, les postes en restauration, dans le BTP, chauffeur routier, voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont recensés. D'accord. Et on a une actualisation annuelle qui est faite de cette liste, à la fois par secteur, par zone géographique et par typologie de métier. Voilà. Et donc, c'est un métier qu'il aura eu à exercer pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois, qu'il occupe en tout cas toujours un poste en tension au moment de la demande, qu'il soit en tout cas en résidence ininterrompue depuis au moins 3 ans en France, et surtout un casier judiciaire vierge quand même, pour faire sa demande. Voilà. Ok. Et donc là, tu as dit c'est le préfet du coup qui. Ouais, c'est le préfet qui fait, en tout cas, qui délivre ce titre, en sachant qu'il a quand même un pouvoir discrétionnaire, à savoir qu'il peut décider de ne pas le délivrer, même si le salarié respecte ces conditions-là, par rapport aussi à son insertion sociale dans la société française. Voilà, il y a quand même des règles aussi, on va dire, morales à respecter. Donc, il y a enquête. Et le préfet peut en tout cas décider de ne pas accorder sur certains prétextes le titre. Voilà. Et l'autorisation de travail, elle n'est pas automatique. Donc, il y a aussi des vérifications qui seront faites en parallèle par rapport à l'activité occupée. Donc, certainement aussi l'employeur qui sera contacté. Oui.
Et sollicité. OK. Alors, du coup, justement, pour l'emploi des travailleurs étrangers, d'autres mesures sur lesquelles tu voulais revenir? Oui. On va commencer par celle d'en haut à gauche, là, sur les sanctions. Rapidement. C'est vrai que d'employer un salarié en situation irrégulière, il y a un risque pour l'employeur, notamment une amende qu'on appelle maintenant amende administrative, qui peut aller jusqu'à 20 000 €, un peu plus de 20 000 €. Et si l'infraction elle est quand même réitérée, c'est plus de 60 000 € par étranger concerné. Voilà. Donc, il y a un décret d'application qui devrait aussi paraître. Et à cela s'ajoute aussi une amende pénale de 30 000 € quand même. Et allez, bon. Gros risque. Oui. Le passeport talent, alors, quelle est cette réforme? Alors là, c'est pour les salariés étrangers qualifiés. Donc, il y avait plusieurs types de séjours avec des noms différents. Donc là, il y a un seul et même passeport talent qui existe, qui s'appelle passeport talent salarié qualifié, avec aussi un type de séjour spécifique pour des métiers en tension dans le domaine du médical, donc profession médicale et pharmacie, donc avec aussi une qualification requise. Et là, on a des passeports qui sont délivrés pour 4 ans maximum. Maximum, ouais. D'accord. Concernant les titres de séjour pluriannuels, des conditions un petit peu renforcées ou durcies? Durcies, puisque au terme de la première année, donc le travailleur peut faire une demande de renouvellement. Et dans ce cas-là, il y a quand même des prérequis, à savoir avoir suivi une formation civique et obtenu une note minimale à l'issue d'un examen et d'avoir aussi un niveau minimum en français. Donc ça, c'est quand même des prérequis, en sachant qu'au bout du bout, il y a 3 renouvellements maximum sur une même type de carte de séjour. OK. Et l'employeur peut contribuer à la formation linguistique du salarié? En tout cas, pour faciliter son intégration en France. Et dans le cadre aussi d'un contrat d'intégration républicaine conclu avec l'État, si le travailleur doit suivre une formation, l'employeur n'a pas le choix. En tout cas, il devra lui accorder cette autorisation d'absence et lui rémunérer cette absence-là pour pouvoir suivre la formation en langue française avec un niveau aussi à obtenir au bout du bout. Oui, un niveau attendu. Ouais. OK, c'est complet. Encore une fois, vous aurez toutes les informations. Je l'ai pas dit, décidément. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. On prend le temps d'y répondre plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau en fonction des sujets que nous abordons. Et en parlant de sujets, on va du coup parler des nouvelles, donc des sujets qu'on traite moins en profondeur, mais qui sont intéressants de voir. Mais je crois que juste avant, on va quand même donner la petite réponse au sondage. Pour rappel, on vous demandait quel était l'index égalité homme-femme déclaré en 2024 pour 2023. Oui. Les propositions, c'était 85, 88 et 91. Je crois que la majorité a répondu 85. Leslie? 88. Oh là 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 là. Et oui, il fallait couper la poire en deux, en fait. Mais voilà. Et comme quoi, il faut nous suivre parce qu'on vous donne des infos ici. 88, c'est plutôt un bon score. C'est plutôt un bon score. Enfin, c'est le même que l'année dernière, en fait. Donc, on reste en France, en tout cas, au même niveau. Mais bon, quand même plus 4 points par rapport à 2020, puisque c'est un index qui date maintenant un petit peu. D'accord. Donc, il y a une évolution, une amélioration constatée. Voilà, même si il y a une évolution, le gouvernement veut quand même, on va dire, durcir un peu les critères. Et il y aura de nouveaux critères normalement pour l'index à déclarer l'année prochaine. Donc, on va suivre aussi cette actualité-là pour vous. OK, intéressant. Et question chez Eurecia, notre index, il y a combien? Un peu mieux que 88 quand même. C'est une évidence. Voilà. Donc, nous sommes à 91% et très fiers de l'être. Ouais. On va maintenir ce cap-là. Alors, on y va sur les news que tu as sélectionnées et notamment tu fais un focus sur la jurisprudence. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de jurisprudence de 2023, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'était intéressant quand même et pertinent de revenir dessus. Alors, preuve déloyale. Oui, c'est un passage obligé sur la preuve déloyale puisque dorénavant, le juge peut en tout cas évaluer la possibilité de prendre en compte une preuve déloyale apportée dans le cadre d'un contentieux. Alors c'est quoi une preuve déloyale? Ça peut être par exemple un enregistrement clandestin. D'accord. Enregistrement vocal. Avant, c'était pas recevable. Là, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être si le juge le considère utile. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autre preuve possible pour la personne qui amène cette preuve-là, et si ça en tout cas, ça ne vient pas en contradiction avec les droits à la vie privée, quand même, au respect de la vie privée de la partie adverse. OK. Et preuve déloyale qui peut être apportée par le salarié, mais aussi par l'employeur. Ouais. Voilà. Par les deux parties. OK.
En cas d'inaptitude, reprise de salaire automatique. Dis-nous tout. Oui, quand le médecin du travail déclare un salarié inapte, point de vigilance, donc ça tout le monde doit le savoir, pendant 1 mois, puisque le salarié est inapte, il ne peut pas occuper son poste, il n'y a pas de paiement de salaire puisque pas d'activité professionnelle. Oui. S'il n'a pas été reclassé ou licencié pendant ce délai, Oui. l'employeur va devoir reprendre le paiement des salaires au bout d'1 mois. Et ce même si le salarié a refusé la proposition de reclassement de son employeur, ou s'il y a une contestation de l'avis du médecin du travail sur l'avis d'inaptitude. D'accord. Voilà. Donc, vigilance aussi. 1 mois. Vous n'avez pas le choix. Au bout d'1 mois, le paiement du salaire doit être réenclenché. Donc, il faut une action dans les 30 jours. Voilà. Sinon, on accepte de repayer le salarié. Et ça, c'est plus frais. En date du 7 février, ce temps partiel annualisé, ça nous intéresse. Temps partiel annualisé, en fait, en cas d'annualisation du temps de travail, en fait, si le salarié est à temps partiel, pour savoir s'il a atteint, parce que c'est une interdiction quand même que d'atteindre le temps complet en entreprise pour un temps partiel, en fait, on va se référer au temps de travail annuel, soit aux 1600 heures. S'il n'a pas atteint ce temps sur l'année, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, même s'il a atteint sur certaines semaines les 35 heures. Ouais, donc aujourd'hui, jusqu'au 7 février, on regardait à la semaine, et s'il y avait une semaine qui dépassait les 35 heures, c'était en cas d'annualisation, c'est les 1600 heures qui priment. Donc, il faut absolument être en deçà, bien sûr, pour un salarié à temps partiel. Mais si sur certaines semaines, il y a eu quelques débordements et passages à 35 heures, on va dire qu'il n'y a pas de requalification à temps complet possible. D'accord, tant qu'on est dans les 1600. Yes. Ok, ça change. Ensuite, le repos journalier conventionnel. Alors, les 11 heures légales? Oui, 11 heures. Bon, là, c'était pour un cas dans le cadre d'une convention qui accorde 12 heures de repos. Mais ça s'applique aussi aux 11 heures. À partir du moment où le salarié n'a pas bénéficié de ce temps de repos entre 2 journées de travail, c'est automatiquement un droit à réparation qui s'ouvre à lui. C'est-à-dire que si vous êtes en contentieux avec ce salarié-là et qu'il met en évidence qu'il n'a pas eu le repos nécessaire, à partir du moment où l'employeur a une obligation de santé et de sécurité à l'égard de son salarié, il y a des dommages et intérêts qui lui sont dus. Et ce, à la première infraction. Ok. Voilà. Bon, il faut être en contentieux déjà. Oui, voilà, c'est au moment d'un contentieux. Ok. Voilà. Et une prescription au niveau des sanctions disciplinaires. Alors, un délai a été... Oui. Alors, c'est un petit rappel quand même, mais c'est important de le faire. Voilà, s'il y a un licenciement d'un salarié qui est prononcé, attention, vous ne pouvez pas mentionner dans la notification, ou en tout cas appuyer et argumenter ce licenciement en mettant en évidence des sanctions qui ont déjà été prononcées pour ce salarié-là, à partir du moment où elles ont plus de 3 ans. D'accord. Puisqu'elles sont prescrites. Même si elles sont toujours dans son dossier, elles sont prescrites, elles n'ont plus de poids dans un licenciement. Donc, on ne les regarde plus. Voilà. Ok. Merci pour ce zoom jurisprudence. Et d'autres informations. Voilà, oui, Pauline, en fait, alors là, c'est un focus par rapport au bulletin officiel de la sécurité sociale pour la mise à disposition d'un véhicule électrique en entreprise, notamment dans le cadre d'un véhicule de fonction. Puisqu'il y a eu une prolongation des mesures favorables dans le cadre du calcul de l'avantage en nature, puisque qui dit mise à disposition dit avantage en nature, puisque c'est un élément de rémunération. Dans ce cas-là, on ne prend pas en compte les frais d'électricité engagés par l'employeur, la recharge. Et en plus, il y a une exonération du montant déclaré pour le calcul de l'avantage en nature de 50%, avec une limite à 1 964 €, mais ce qui n'est quand même pas moindre pour les deux parties. Voilà. Et ça s'arrête au 31 octobre 2024. D'accord. Donc, il faudra suivre quand même si les allègements et les facilitations se poursuivent dans le temps ou pas. OK. Et pour les bornes de recharge qui sont mis à disposition sur le lieu de travail, là aussi, il y a eu quand même quelques mesures favorables limitées au décembre 2024 pour les salariés qui ont un véhicule de fonction, mais aussi pour les salariés qui ont un véhicule personnel et qui rechargent au travail. Il n'y a pas d'avantage en nature jusqu'au 31/12/2024. 31/12/2024. OK. Concernant les frais de santé, franchise et participation forfaitaire, qu'en est-il? Alors là, pour le coup, c'est aussi un rappel, mais depuis quand même le 31 mars,
On a eu un doublement de la franchise pour l'achat de boîtes de médicaments et puis également pour les actes effectués au niveau médical. Donc, on passe à 1 € de franchise et 4 € de franchise par transport en véhicule sanitaire ou taxi. D'accord. Donc, voilà, impact aussi du côté du particulier pour réduire aussi certainement la dette de la sécurité sociale. Ouais. Voilà. Et pour terminer, d'ici juin 2024, on aura aussi le doublement de la participation forfaitaire pour les consultations et actes médicaux. Donc, on passera à 2 €. Okay. Et également les actes biologiques. Voilà. Bon, c'est complet. À vos porte-monnaies. Ouais, c'est ça. Très bien, merci Leslie. Alors, il n'y a pas de questions encore qui arrivent, du coup on empiète un peu sur le temps des questions, mais parce qu'on a encore des choses à dire sur les sujets à suivre de manière assez rapide, mais on se le garde en tête. Oui, on aime bien quand même aller à la pêche aux informations. Et donc, ce qu'on peut dire notamment, c'est qu'il y a un projet de loi de simplification du Code du travail pour cet été. Oui. Voilà. Alors, projet de loi, je vous donne quelques bruits. Notamment, il y aurait la suppression de l'obligation de créer une BDESE. Ah. Voilà. Le seuil aussi pour avoir un règlement intérieur ou un CSE élargi passerait à 250 salariés au lieu de 50 aujourd'hui. Il n'y aurait plus de CERFA. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'il y aurait à la place à suivre? Voilà. Donc, on attend des nouvelles. D'ici à l'été. Oui. Concernant le reste à charge pour le stagiaire, donc s'il a une formation financée. Alors, s'il mobilise son CPF, là, il faudra qu'il contribue aussi au financement de sa formation. Et on aurait une franchise de 100 € à payer, en fait, à partir du moment où on mobilise son CPF. D'accord. Pas sûr que ça s'applique aux demandeurs d'emploi. Et puis également pour le salarié qui aurait son employeur qui contribue aussi au financement. Là, il n'y aurait peut-être pas aussi une participation de 100 € de sa part. D'accord. Voilà. Bon, on se le garde en tête malgré tout. Et le passeport prévention, tu nous en avais parlé aussi en début d'année. Ça avance? Ça avance. Le salarié y a accès à son passeport prévention puisque c'est une plateforme qui est accessible par mon compte formation. Donc, en fait, on y dépose vraiment toutes les informations en lien avec les formations santé, sécurité, habilitation, certificat, attestation. Et ça permettra de mieux gérer aussi les recyclages et autres. Mais l'employeur n'y a pas encore accès, ni les organismes de formation, alors qu'ils auront aussi à saisir des informations et à consulter des informations utiles aussi, puisque en matière de prévention des risques professionnels, ça sera quand même une avancée, on va dire, technique. C'est un bon projet, mais bon, plutôt à l'horizon 2025. Oui, on verra. Ok. Vous voyez sur le document, et puis vous pouvez le faire en live, vous pouvez prendre le QR code ici pour avoir des informations encore plus détaillées sur ces sujets. Un autre sujet concernant l'apprentissage, parce qu'on est en pleine saison là, de recrutement un peu des apprentis. Oui, vu que c'est la campagne, comme tu dis, Pauline, normalement, les employeurs, on se lance déjà dans les recrutements d'apprentis, d'alternants. Et le gouvernement a lancé un cycle de webinaires assez intéressant d'ailleurs, depuis le 26 mars, donc c'est assez récent, et c'est tous les mardis, entre midi et midi 30, il y a les replays qui sont disponibles, et ce jusqu'au 2 juillet, et sont traitées vraiment toutes les questions utiles autour de l'apprentissage. Donc je vous invite aussi, pourquoi pas, avec le QR code, à consulter les thèmes, et il y en a peut-être certains qui vous intéresseront. C'est super ça. Ouais. Très bien. Très très bien. Vive les webinaires. Il y a des petites questions qui vont arriver. Et bien justement, regardez. Ah non, attends. Oui, si, pardon. Avant les questions, tes sources. Alors, tu nous avais partagé tes sites sur lesquels tu faisais de la veille, tu avais des newsletters. Je dévoile un peu on va dire, mes bonnes pratiques. Ouais, alors tu sais déjà beaucoup de choses par toi-même, mais aussi tu voulais nous partager deux contacts. Oui, 2 journalistes, ou en tout cas 2 références en matière d'actualité sociale. Donc, pourquoi pas vous les partager, peut-être que vous les connaissez déjà. Donc, Quentin Châtelier, qui est journaliste chez Liaison Sociale au quotidien, et Nicolas Raymond du côté de la revue Fiduciaire. Voilà, donc là, ils ont vraiment accès à des infos à l'instant T, puisqu'ils ont leur contact. Et ils font des posts très, très courts et qui nous permettent en tout cas d'être raccord avec les avancées au niveau social. Et ça, c'est quand même intéressant et décrypte pour nous toute cette actualité-là. Et puis, c'est hyper abordable. Voilà, très simple à lire, très rapide. On comprend rapidement le sujet, quel que soit notre background. Et les 2, on leur compte sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ok, merci Leslie. Là, on aborde les questions. C'est maintenant. Alors,
Ah, voilà, il y en a qui connaissent Quentin Châtelier. Bon, bah voilà. Ouais. Alors, je regarde les questions qui sont arrivées. Ça revient peut-être sur les sujets passés. Laure, vous nous demandez le reste à charge de 100 euros. On parle effectivement de lorsque le stagiaire prend son CPF pour une formation. Donc, le reste à charge de 100 euros, quand le salarié utilise son CPF, peut-il être financé par l'employeur ou est-ce obligatoire que ce soit le salarié qui le paye? Tu en as parlé un tout petit peu? Oui, alors en fait, après, ça sera lui qui sera en tout cas sollicité pour régler ces 100 euros-là. Pour autant, si l'employeur participe financièrement au coût de la formation, bah, dans ce cas-là, ça sera intégré dans le financement de l'employeur. Donc oui, en fait, l'employeur pourra effectivement on va dire, régler à la place s'il abonde, en tout cas, dans le financement. S'il paye aussi une partie du CPF. En clair, c'est si les droits du salarié ne sont pas suffisants pour financer sa formation, que l'employeur accepte de payer ce qu'il reste à payer. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus les 100 euros à régler par le salarié. D'accord. Okay. Voilà. Après, régler à la place les 100 euros dans un autre cadre, techniquement, je ne sais pas comment ça va se passer, à voir hein, ce que le décret, puisque normalement au début mai, on devrait avoir le décret, certainement qu'il y aura d'autres précisions apportées pour que ça soit plus simple dans la mise en œuvre de cette nouvelle franchise. Ok, allez, dans un mois, on le saura. On aura toute l'exhaustivité des conditions. Camille qui pose également une question. Pouvez-vous confirmer qu'en cas de licenciement pour inaptitude, nous devons recommencer à payer le salaire à compter d'un mois? Oui. Et donc, un mois en absence non rémunérée et ensuite absence rémunérée, le temps de notifier le licenciement. Et oui, c'est ça. Bah, à partir du moment où le salarié est inapte à son poste, vous ne pouvez pas, du coup, l'occuper à ce poste-là. Alors, hormis si vous avez une solution temporaire de reclassement. Mais c'est quand même assez peu courant parce que ça aussi génère quelques risques en entreprise pour l'employeur et pour le salarié. Puis il faut l'accord du médecin du travail en attendant. Mais théoriquement, oui, à partir du moment où vous ne pouvez pas l'occuper dans l'entreprise du fait de son avis d'inaptitude, vous n'avez pas à le payer pendant cette durée d'un mois. La durée d'un mois, elle est là pour que vous puissiez mener toutes les recherches de reclassement possibles, que vous puissiez échanger avec le médecin du travail et le salarié. Et si, au-delà de ce mois-là, tout n'a pas été réglé, vous devez reprendre le paiement du salaire, puisque le salarié, effectivement, au bout d'un mois, c'est compliqué à suivre pour lui, en tout cas financièrement. Voilà. Donc, tant que le licenciement n'a pas été notifié, le salaire devra être repris. Ok. J'espère que on répond à votre question, Camille. Moi, j'ai tout compris en tout cas. Lionel, pour l'information par lettre recommandée du salarié sur l'acquisition de congés à son retour d'arrêt maladie, est-ce à faire pour les arrêts d'une durée minimale particulière ou même pour un arrêt d'une journée, par exemple? Il faut voir après, en fait, c'est au moment où la période de prise des congés a été en tout cas clôturée. Oui. Donc c'est à ce moment-là, vu qu'il n'a pas pu prendre ses congés du fait de sa maladie, c'est là qu'il va falloir qu'on l'informe des 15 mois possibles de report pour prendre ces congés-là. Donc c'est quand même dans le cas où le salarié a été absent et qu'en plus il n'a pas pu solder ses congés puisque la période de référence est terminée. Donc voilà, c'est pas non plus à chaque période d'absence. Ça tomberait. Non. J'espère que les conditions sont pas trop requises. Oui, c'est très clair. Voilà. Donc en clair, le salarié qui revient d'un arrêt en juin alors que la période s'est terminée au 31 mai pour prendre ses congés, qu'il a toujours des droits bien sûr dans son compteur, qu'il n'a pas pu prendre ses congés parce qu'il était malade, là vous allez devoir dans les 10 jours qui suivent sa reprise lui faire passer l'info du nombre de jours à prendre et jusqu'à quand il peut les prendre. Ok. J'espère que c'est ok aussi pour vous, Lionel. Encore d'autres questions qui arrivent, pardon. Où est-elle? Je vous ai vu, Edwige. Pour le premier point sur les congés payés, et oui, le temps indiqué sont en jours ouvrables, mais qu'en est-il des jours ouvrés? On l'a calculé? Oui, je sais. Alors, du coup, 4 semaines, c'est 20 jours. Et 20 jours divisé par 12, ça fait 1,67.
Voilà, 1 jour 67 contre 2 jours 0,8. Donc, acquisition d'un jour 67 par mois Voilà. en cas d'absence. En tout cas, c'est notre calcul. Oui. Voilà. Et on aura certainement une précision aussi au niveau législatif, mais en tout cas, ça devrait être de cet ordre-là, 1 jour 67. Ok. 20 jours. Oui. Pardon. Mélanie, bonjour. Bonjour. Concernant l'envoi du courrier de licenciement, est-ce la date de l'envoi, preuve via recommandé, ou la date de réception qui signifie la date du licenciement? Alors là, on est dans le cadre du licenciement. J'étais encore dans la notification du nombre de jours de congé. Donc, l'envoi du courrier, je reprends juste la question. Est-ce la date de l'envoi ou de réception qui signifie la date du licenciement? Alors, quand il y a un préavis, en tout cas, c'est la date de première présentation du courrier. Le préavis démarre à ce moment-là. Pour autant, quand on se place dans le cadre d'une inaptitude, étant donné qu'il ne va pas y avoir de préavis, en tout cas dans une inaptitude d'origine non professionnelle, c'est à la date de la notification, donc c'est à la date de l'envoi. Là, le licenciement est prononcé. Et comme dans le cadre aussi, par exemple, d'un licenciement pour faute grave, pas de préavis. Du coup, le licenciement est prononcé au moment de l'envoi. Donc, le salarié sort des effectifs. Vous envoyez le courrier de licenciement, je dis n'importe quoi, le 12 mai. Le 12 mai au soir, il sort de vos effectifs. D'accord, voilà, c'est clair. Par contre, s'il y a un préavis, son préavis va démarrer à la date de première présentation au domicile du courrier et toute la durée du préavis prévue par votre convention collective normalement. Ok, merci. Je continue, je ne sais pas s'il y avait des questions. Samia, monter le seuil de création du CSE à 250 salariés serait dans de nombreux cas une nouvelle remise en cause du dialogue social. Où en est ce projet de loi et sa date d'entrée en vigueur? Quelles conséquences pour les CSE en place? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Honnêtement, non, je n'ai pas d'infos. Alors, ça ne remet pas en cause, bien sûr, l'existence du CSE dans l'entreprise. Simplement, pour les entreprises de moins de 50 salariés, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle un petit CSE, donc avec des attributions plutôt en lien avec ce qu'avaient les délégués du personnel auparavant. Et en fait, dès qu'on passe les 50 salariés, là, il y a le budget CSE, il y a d'autres attributions, des obligations de consultation sur des sujets bien précis chaque année. Voilà, c'est beaucoup plus d'obligations pour l'employeur, mais aussi par rapport à son effectif qui grandit. Voilà, donc ça remet pas en cause le dialogue social, puisque le CSE existerait toujours. Il y a juste sa taille qui serait différente si le seuil passe à 250, en tout cas, dans l'entreprise. D'accord, donc on ne remet pas en question l'existence de CSE. Non. Très bien, tant mieux. Ludovic, un report de 15 mois à partir de la date de son retour. Alors, on reparle des congés, de la prise des congés pendant l'absence maladie. Enfin, acquis pendant l'absence maladie, pardon. Oui, ouais, c'est ça. C'est pour le coup. Alors, il y aurait quelques subtilités en fonction de est-ce que c'est des jours acquis avant la maladie, après la maladie. Mais voilà, dans la majorité des cas, pour des arrêts, en tout cas qui n'ont pas été non plus des arrêts très longs, donc on va dire en tout cas bien moins d'1 an, ça serait à la date de retour, effectivement, que le report de 15 mois serait possible, en sachant que tant que vous n'avez pas fait cette notification-là par écrit, le délai ne court pas. Donc, si vous oubliez, attention, parce que ça veut dire que vous reportez d'autant les 15 mois. Si vous n'êtes pas dans les 10 jours, c'est compliqué. Donc, il faudra bien être vigilant sur ce formalisme-là. Il faudra vraiment suivre à la lettre à qui on a bien remis le courrier. Ok. On continue encore 1 ou 2 minutes les questions et puis après, on clôturera ce webinaire. Vous aurez le replay. Et puis, si jamais il y a des questions qui arrivent encore auxquelles on ne peut pas répondre, avec Leslie, on se chargera de vous y répondre par mail très rapidement. Julie, pour l'annonce d'un handicap, on a 5 jours maintenant au lieu de 2. Est-ce que c'est 5 jours à prendre en une seule fois ou qu'on peut découper sur l'année? À ma connaissance, c'est en une seule fois, je pense. C'est au moment de l'annonce, donc j'imagine que c'est en lien avec l'annonce. Donc... Oui. Une autre question, Caroline, bonjour. Qu'en est-il lorsque ce sont des caisses de congés payés qui se substituent à l'entreprise, effectivement, dans le BTP? Oui. Alors, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Non. Mais c'est une bonne question. C'est pour ça que je souris, parce que j'apprécie aussi la question. Non, je n'ai pas la réponse. Mais on aura en tout cas les détails prochainement. En tout cas, notamment les caisses de congés payés dans le BTP préciseront aussi
comment ça doit fonctionner, quoi. Bon, là, courant avril, on a vu qu'aujourd'hui, non, c'est la semaine prochaine que ça passe à l'Assemblée Sénat, 9-10 avril. Oui. Donc, on surveille ça de près. Oui, après, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de questions qui vont émerger. Ok. On suit une dernière question ou pas, Leslie? Allez. Pouf, pouf. Ah, pardon. Ouais, tout le monde arrive en même temps, là. Cory, si un salarié est sorti de l'entreprise pour démission en mai dernier, peut-il revenir nous demander de lui payer son arrêt maladie? Eh oui. Oui, puisque ça fait moins de 3 ans. Et à partir du moment où ça fait moins de 3 ans, il peut vous faire cette réclamation-là. Et dans ce cas-là, il y a le délai de prescription de 3 ans sur les salaires. Donc, vous devez remonter jusqu'à 3 ans en arrière, précédant son départ. Ouais. La date de son départ. Donc, oui, il peut. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y aura des provisions calculées, je pense. Ouais, on a parlé en début de baby. Navré, on va s'arrêter là. Le temps est limité. On a juste une dernière info à partager. Pour ceux encore, Annabelle, je vois vos questions. On vous y répond, promis, d'ici demain au plus tard. Il y avait une dernière info bonus. On aime partager au dernier moment la petite info qui va bien. Oui. On vous rappelle aussi que le 28 avril, c'est la journée mondiale de la santé et sécurité en entreprise. Enfin, au travail en tout cas. Récemment, l'association ANDRH, avec le cabinet Alan, ont partagé sur le site de la ANDRH une méthodologie assez, je dirais, pratique lorsqu'on a à faire face à une situation difficile pour un collaborateur, pour l'accompagner en tout cas dans cette période 6, qui n'est jamais évident, dès qu'on touche à la psychologie des salariés. En tout cas, il y a une méthode qui s'appelle repos, pour la retenir, et qui détaille les différentes étapes utiles pour accompagner le collaborateur en situation difficile. Donc, je vous invite aussi à consulter le QR code qui vous donne un peu plus de détails. Donc, c'est repérer les signes, écouter, prévenir, orienter, suivre. Et je pense qu'en tout cas, ça mérite de s'y pencher et tout le monde y gagnera. Ouais, d'être lu, d'y être attentif. Eh ben, merci pour cette info de dernière minute. Merci à tous. On va clôturer ce webinaire. Donc, on s'est dit qu'on se voyait souvent. En tout cas, le 10 octobre, ça paraît loin, mais ce sera déjà demain. Et il y aura une ligne d'information encore à nous partager sur les trimestres écoulés, sur ce qui reste à venir en fin 2024. Merci beaucoup. Merci Leslie. Merci Pauline. Et à bientôt. Merci, au revoir.